de la vente frauduleuse des armes. Nous savons que dans toutes les zones, parties de l'Afrique qui constituent ces no man's land, comme on les a appelés, il y a toujours les spécialistes de la vente d'armes qui, au nom d'un certain trafic avec ces ressources minières, permettent d'approvisionner les rébellions sur toutes les parties continentales. Dans le cas de la République centrafricaine, je crois que nous nous sommes tout dit. Vraiment, tout ce qu'on a dit là est suffisant pour comprendre de quoi il est question. Je reprends pour mon compte ce qu'a dit l'expert angolais, qu'il est fondamental que l'on passe par la négociation. Je suis d'accord avec... je suis un partisan de ce que le président Banda dit, la mise sur pied d'une force quelconque par le chef d'État ou alors par les Africains eux-mêmes. Docteur Paul Ménessier, je ne vous arrête pas, vous continuez, n'est-ce pas? Oui. Mais soyons quand même précis pour les deux perspectives. Oui, justement, il y a une nuance. Je veux justement relever la nuance. Allez-y. Avec je pense, pour une fois au moins, je vais me rapprocher des solutions maliennes auxquelles je ne crois pas. C'est-à-dire que la négociation et la force en même temps. Donc, il est important, parce que ce que dit Malpeter est fondamental. Il nous donne des détails très intéressants. C'est vrai qu'il y a toujours eu des poches de rebelles en Centrafrique depuis des décennies. Et ce que lui il dit est pertinent, que l'histoire démontre que c'est des nations fragiles. Le Centrafrique n'est pas capable de faire face, de par ses propres moyens, à des formes d'insurrection de ce genre-là. Donc nous sommes en face d'une situation où, pour sauver l'Afrique, pour sauver le Centrafrique, la République centrafricaine, nous préconisons, d'une part, que ceux qui ont conquis ou ceux qui sont au pouvoir, comme les Bozizé aujourd'hui, n'hésitent pas à négocier avec les rebelles, parce que dans tous les cas, il y a mécontentement. Même si M. Banda dit que ces rébellions sont instrumentalisées, il y a quand même au moins 40% de légitimité. Donc, c'est ce que vous avez appelé les causes endogènes. Donc, il y a absolument et fondamentalement des raisons pour lesquelles on ne peut pas simplement balayer d'un revers de la main l'attitude des rebelles. Donc, on ne peut pas, sur la simple base de la création d'une armée quelconque, parce qu'il veut nous ramener encore à une sorte de dictature à sens unique, qui ne me garantit pas que si Bozizé, on lui donnait toutes les armes aujourd'hui, il partagerait les richesses nationales avec tout son peuple. Donc il est absolument nécessaire qu'on négocie d'une part, mais également qu'on essaye de mettre en place une force qui puisse stabiliser les régimes en Afrique. Là, on rentre, hein, M. Ngolais, on va aller prendre notre reportage, le dernier sur cette crise. Mais Laurent, je dois peut-être vous interroger. On rentre là, comme a dit le président Bandakani, dans le questionnement de la souveraineté même des États et des institutions fortes dans cette Afrique où en réalité il faut toujours procéder par les rébellions pour arriver quelque part à des coups d'État. Oui, je tenais quand même parce que Hubert, tu as bien montré le reportage des enfants et ça là, vraiment, ça m'a touché et ce n'était pas bien que nous passions sur ça comme ça là. C'est une véritable incurie que de prendre des enfants pour les utiliser effectivement comme des soldats, quelle que soit vraiment la légitimité de l'action de la revendication que nous puissions avoir. Et donc, alors vous parlez aux rebelles. Ah oui, effectivement, ça c'est... Au potentiel rebelle, parce que peut-être il faut préciser que ça en Centrafrique, ça peut descendre au Cameroun, ça peut aller au Gabon, ça peut aller en Guinée équatoriale, ça peut aller, puisque tout est là sous le terrain des richesses. Exactement, c'est pas parce qu'on a des revendications si légitimes soient-elles que nous allons compromettre effectivement l'avenir d'un pays. Parce que si demain, à supposer que ces rebelles arrivent finalement au pouvoir, et ces enfants-là, ce sera toujours effectivement le cercle vicieux dans lequel on est entré. Alors qu'il faut déconstruire ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle finalement vertueux. C'est ça qui est important pour le développement des pays africains. Et je voudrais ressortir en disant que ce qui est quand même assez curieux, c'est la fragilité des armées, dans différents pays africains. Nous avons vu en Centrafrique comment est-ce que c'est l'armée républicaine qui fuit devant les rebelles. Nous avons vu comment est-ce que, dernièrement, en RDC, évidemment, les rebelles, c'est eux qui repoussaient l'armée républicaine. Nous avons vu comment est-ce qu'au Mali, elle n'a même pas du tout combattu. Donc, cette fragilité des armées républicaines, il y a attendez, pour aller au fond de cette affaire, fragilité volontaire
ou sur la base d'incapacité ou de manque de logistique ou de moyens ou fragilité qui repose sur une instrumentalisation. Chacun prend la parole et on va partir. D'abord, Badakani. Je voudrais remercier l'esprit Ngolé pour la perspective qu'il donne au débat. Ça répond aux problématiques à ce que le docteur Ménissier. Il faut qu'on pose des problèmes de fond. Vous comprenez? Une nation ne règle pas ses problèmes par voie magique. C'est parce qu'elle vend des ressources. C'est dans le cadre d'un échange international qui est organisé. Elle vend des ressources, elle reçoit des recettes, et avec ça, elle va organiser la satisfaction des besoins fondamentaux de ces populations. Mais quand les termes de l'échange sont fondamentalement faussés, comme c'est le cas des pays africains, ce sont des faits structurels. Il faut les attaquer. Alors, quand sur le plan structurel c'est faussé, et que maintenant on s'attaque aux effets, on ferme les yeux sur la cause, peut-être on arrive structurel et même systémique quelque part. Systémique et structurel. Ce sont des données fondamentales. Je parle sous le contrôle de l'esprit, qui sait de quoi je parle. Ce sont des données qui bloquent la capacité des États à répartir les ressources de façon inéquitable. Absolument. Je voudrais dire que dans d'autres États, mais il y a des revendications fondamentales, y compris dans les pays occidentaux aujourd'hui. Et pourquoi on ne prend pas les armes là? Mais alors on peut en parler. Et on n'en est pas loin. Pourquoi on ne prend pas les armes? Nous ne savons pas ce que l'histoire nous réserve, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a les montées des partis d'extrême droite qui sont des réponses que le peuple formule à la répartition inégale des richesses. Donc ce n'est pas la problématique seulement africaine. Il a soulevé un problème important, il faut qu'on aborde. Pourquoi nos armées sont fragiles? Alors, vous Parce répondez... que les colons, quand ils partaient, n'avaient aucun intérêt à ce qu'on ait des armées véritables. On a fabriqué des armées prétoriennes pour garder seulement les présidents, pas pour protéger le territoire. Et les États, dans le cadre des pays du précaré, moi je dis les choses comme je les pense. Comme dans le cadre du pays du précaré, on a vu que ces États sont sous la ferrure des conseillers techniques, français pour la plupart, et ce qu'ils font, c'est de vendre les armes, ce n'est pas de former une véritable armée. D'ailleurs, ils n'ont pas intérêt à ça. Et alors, on a mis en place des bandes prétoriennes qui sont incapables de protéger le territoire, exprès. Monsieur Mesmer, père son ami, il est mort. Dans ses mémoires, on l'a vu, il a dit clairement. Il dit que mais, nous avons mis en place des personnes qui devaient garantir nos intérêts. Nous avons tué ceux qui pouvaient nous empêcher de garantir nos intérêts. Nous avons mis en place des armées, des fausses armées, pour qu'on fasse appel à nos conseillers et à nous, pour qu'on soit indispensable à ces États. Les pays africains qui ont essayé de reconstruire leurs armées ont eu des problèmes terribles. D'autres ont eu à gérer des guerres, d'autres qui ont réussi à restructurer les armées. Ils l'ont fait grâce à des conjonctures géopolitiques internationales extraordinairement favorables pour qu'elles puissent essayer de reconstruire les armées afin d'avoir à la place des bandes prétoriennes des véritables armées. Donc moi je salue la contribution de l'effet pour dire qu'on voit le problème de fond qu'il faut aborder au lieu de ressasser les effets en fermant les yeux sur les causes. Alors, très rapidement, Ousmane Oumal Petel, on a des messages très abondants, on va les épuiser certainement. Il y a des téléspectateurs en réalité qui... D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez aussi communiquer très rapidement avec notre site, hein. Des webmasters sont placés de ce côté-là. Des messages dans notre site, c'est aussi important, mais les nombreux que nous avons, on va les aborder, on va les lire tout à l'heure. Ousmane Oumal Petel, logique d'instrumentalisation, logique de fragilité, du laisser aller pour en profiter, c'est un peu ça. Parce que... Moi, je ne sais pas instrumentaliser qui des deux camps. La rébellion ou ceux qui sont arrivés au pouvoir. Les armées qui sont toujours fragiles là, où il y a des rébellions à tout moment. La fragilité de ces armées est due quand même à une malversation quelque part. Cette armée n'est pas motivée. Dans des valeurs républicaines, par des valeurs républicaines. Hein, c'est une armée de façade, c'est une armée à l'identité tribale. Ce qui fait que face à une situation comme celle-là, elle estime que non, elle appartient à une partie de consommation, pas à une partie de devoir. Donc, moi je me dis, les rebelles semblent plus motivés parce que les rebelles considèrent qu'ils sont exclus, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre dans la mesure où leur environnement qu'ils vivent, c'est une sorte de jungle. Ils veulent transformer dans cette jungle en zone idéale, en poussant donc vers des zones considérées stables. Donc il revient à ceux qui arrivent au pouvoir par des manières peut-être orthodoxes ou par des manières des armes,
une fois arrivé au pouvoir, quand même, de rester et de réfléchir en homme comment consolider. Consolider l'État, consolider la nation. La nation. Moi, je ne veux pas rester dans la casquette d'une victime. À chaque fois, on est instrumentalisé. C'est comme si nous, des Africains, nous ne sommes pas des êtres humains doués d'une intelligence à discerner entre le bien et le mal. Merci Ousmane Malpetel. On va prendre des messages avant d'aller, on a ce reportage, la rébellion en Afrique centrale. Il y a ce message de l'Angola. Merci beaucoup pour votre émission, le débat panafricain. Cela prouve que l'Afrique est en train de renaître. Mais pourquoi vous ne faites pas de recherche sur le parti panafricain tel que BDM, c'est-à-dire le parti de Bundu da Congo en République démocratique du Congo que dirige le député Mwanda Nzem. Nous vous suggérons donc de nous contacter. En tout cas, on va vous contacter pour les débats, les prochains débats. On rappelle que le débat, cette émission va certainement se transporter dans toutes ces villes-là, les capitales africaines. Neti de la République démocratique du Congo, oui, Mbandakani, je viens à vous. On ne va pas laisser passer. Oui, pour que l'Afrique se développe, je prône la politique du gagnant-gagnant et du fédéralisme. Monsieur Mbandakani, on va... Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça sur un plateau. Lorsqu'on dit que les gens ont des complexes de victimisation, on peut retorquer à ces gens, à ceux qui disent qu'ils n'ont pas le complexe de victimisation, qu'ils ont le complexe de subordination à l'étranger. Il ne faut pas jouer avec les concepts. Nos armées ne sont pas des armées tribales. Ce n'est pas des armées tribales. Il n'y a pas d'armée tribale. Il est impossible de construire une armée tribale. Si on veut faire un débat de fond, on va le faire sur la structure de nos armées et leur organisation. Oui, on veut le faire une prochaine fois. Non. Nos armées, je voudrais dire que les Africains sont allés faire des guerres pour défendre les pays étrangers. Nous avons l'histoire est là. Ils sont allés faire des guerres. Et vous allez voir que certains chefs d'État, si on prend le cas du Togo et ailleurs, la plupart de ces personnes, en rentrant de ces guerres, on les a installés au pouvoir, dans les conditions que tout le monde sait. On ne peut pas nier l'histoire. Nos pays sont dans des processus de consolidation des nations et des États. Ces processus ont des hauts et des bas. Alors quand on s'enferme dans la lecture tribale, parce qu'on veut régler des conflits internes avec les dirigeants qui sont en place, en oubliant les vrais enjeux, les véritables enjeux, on peut faire des lectures africanistes qui sont recyclées dans les antichambres de certains services qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique émerge. Nous nous opposons à ce genre de lecture. Oui, on ne peut pas dire, écoutez, on ne peut pas dire. Oui, vous achevez pas. Prenons le cas du Cameroun. Prenons le cas du Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que notre armée, l'armée du Cameroun, est une armée tribale? Elle est passée d'une armée prétorienne, elle est en train de devenir une armée républicaine. C'est un processus. C'est vrai pour le Gabon, où il y a une base française. Et on fait l'impasse. On fait comme ça, on ne voit pas que 50 ans après l'indépendance, il y a une base française à Libreville. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Et c'est le cas des accords. Non, quels accords? Les pays ont fait, dans quel contexte on a fait les accords? Vous faites l'accord avec les bombes sur vous? Quel accord? Quels accords ils ont signé avec les bombes sur vous? Donc, il y a une base française là-bas. Et les pays africains sont encerclés par les bases. Les grands du Sud et ceux qui ne sont pas des victimes ferment les yeux, font comme s'ils ne voient pas. Quand on met une base pour contrôler les pays, c'est pour lever les rébellions et bombarder les pays là, quand les patriotes s'installent au pouvoir. Ce sont des faits historiques que si on refuse d'analyser, on ne comprend rien au problème de l'Afrique aujourd'hui. Il ne sert à rien, non. Oui. Il ne sert à rien de personnaliser les conflits africains en s'acharnant sur des prétendus dictateurs. L'Europe s'est construite sur des dictatures. On peut dire l'histoire, on va voir. Napoléon a construit la France en faisant des guerres. C'était un dictateur. Toute l'Europe s'est construite sur des dictatures. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous impressionner avec les petits discours sur la démocratie des singes et des colonisés, en nous fermant les yeux sur des véritables conflits, sur des véritables enjeux historiques que nous sommes en train de porter. Nos armées ne sont pas des armées tribales. Il y a des Camerounais très compétents dans l'armée qui ont été en formation en Europe et qui ont battu les officiers blancs dans leur propre pays. On en a dans nos armées, très compétents. Soutenons les processus de construction de nos institutions en prenant de la maturité pour analyser nos contradictions. Et pas de vendre nos pays à l'étranger.
justement. Merci. Oui, on va lire encore 2 messages ici. On va prendre un élément. On a tout le temps. Hein? On a tout le temps. Alors, Katiago du Mali lui dit « La révolution pour le développement de l'Afrique est possible en prenant conscience du nationalisme, de la bonne gouvernance, de la démocratie, d'une forte diplomatie avec une vraie unité. » Alors, le deuxième message, c'est Kimareki Sambabo de la RDC. « Je suis très intéressé par le débat à travers votre débat panafricain. On apprend beaucoup de choses et cela va édifier nos chefs d'État. En tout cas, sur la République démocratique, sur la Centrafrique et derrière la République démocratique du Congo, on croit que les chefs d'État comme Idriss Déby ont compris beaucoup de choses. Monsieur Gollet, permettez qu'on aille peut-être prendre ce reportage qui nous remet donc dans cette large dimension des rébellions en Afrique centrale. Le reportage. Bangui sur le pied de guerre depuis quelques jours. Une situation d'alerte générale est née après la prise des localités telles Ndélé, Kabo et Bria par les rebelles de la coalition Seleka. Situation entraînant une urgence sécuritaire qui pousse l'homme fort de Bangui, François Bozizé, à avoir recours au renfort, cela avec l'arrivée des troupes tchadiennes. Selon plusieurs observateurs, l'intervention militaire et diplomatique du Tchad entraînerait un changement de la donne. Des soldats tchadiens qui campent dans la ville de Sibout, à 100 km au nord de Bangui. L'optique que présenterait le Tchad face à cette crise que vit la Centrafrique serait celle d'éviter les armes pour résoudre le conflit tel que ça a été le cas en 2003. Des rebelles qui auraient pour objectif de mettre la main sur la capitale Bangui. Une coalition rebelle qui a été créée au mois d'août 2012, constituée à la base de factions dissidentes. L'Union des forces démocratiques pour le rassemblement UFDR, de la Convention des patriotes pour la justice et la paix CPGP, ainsi que de la Convention des patriotes du salut et du CPSK. L'homme fort à la tête de cette coalition étant Michel Djotodia, leader incontesté de l'UFDR, depuis sa prise du contrôle du parti à son neveu Zakaria Doman. Pour ce qui est du CPG, l'actuel leader de cette faction est Noureldine Adam, qui serait d'origine tchadienne. À la tête du CPSK figure Dafan Mohamed Moussa, personnage très controversé qui se trouverait actuellement en résidence surveillée du côté de N'Djamena. Une alliance qui naît il y a quelques mois après la signature d'un accord militaire stratégique entre les différentes factions. Alliance qui, dès le mois de septembre, a mené à des incursions en République centrafricaine. Mardi 18 décembre, la coalition s'est emparée de la ville minière de Bria, 30 000 habitants, principale zone diamantifère du centre du pays. La semaine d'avant, les rebelles s'étaient déjà emparés de 4 villes, Ndélé, Sam, Ouadja, Ouada et Bamingui. Une suite d'embuscades et d'affrontements qui laissent les régions dans l'instabilité totale et des victimes dont le nombre va grandissant. Des rebelles qui menacent de renverser le président François Bozizé si un accord global de paix, celui de 2008, signé à Libreville, n'est pas appliqué. Accord signé par le gouvernement et les forces rebelles. Accord qui prévoyait la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des combattants. Réclamation aussi de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante chargée de faire la lumière sur la disparition du colonel Charles Massy, l'ancien ministre et président fondateur de la CPJP, et de Hassan Ousmane, autre grande figure de la rébellion, portée disparue depuis 2009. La rébellion exige enfin une enquête sur la mort accidentelle de Gungaye Wangfio Nganatua, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Une situation qui dure et que chacun semble vouloir régler dans la paix, comme le démontre l'État tchadien qui joue les forces d'interposition entre les rebelles et le gouvernement, et ne se lance pas dans la traque aux rebelles. Pour ce qui est des rebelles, Michel Djotodia se dit prêt à négocier et n'attend qu'une invitation officielle pour le faire. Pour ce qui est de l'opposition centrafricaine, le cessez-le-feu semble de rigueur avec un appel au dialogue politique pour sortir de cette crise qui nuit au pays.
Pour ce qui est du parti au pouvoir, le KNK, l'appel est lancé pour une répression militaire contre les rebelles tout en proposant une réconciliation nationale. Une situation dont le dénouement permettra de mettre un terme à une instabilité fréquente du pays. Je voudrais vous adresser solennellement toutes mes félicitations pour la marche que vous venez d'effectuer en faveur de la paix dans notre pays. Cette paix que tout le monde recherche, que le gouvernement recherche par tous les moyens, en signant des accords avec tous les militaires politiques. Nous voulons faire ce stade pour que notre pays avance. C'est le sens de notre marche. Nous ne faisons pas une marche contre quelqu'un, contre un parti, contre une faction. Nous faisons une marche pour que notre pays retrouve la paix. C'est essentiel pour que notre pays avance. Voilà le sens de cette marche et nous allons la clôturer en entonnant l'hymne national. Au Centrafrique, au berceau des Bantous, 1, 2. Au Centrafrique, au berceau des Bantous, demandons droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps primés par tous, mais de ce jour, mis en la tyrannie, dans le travail, dans la dignité, sur les sentiers d'angoisse en unité, et pour franchir cette étape nouvelle, de nos ancêtres, la voie nous appelle, au travail dans la dignité, dans le respect du droit à l'unité, ni dans la misère et la tyrannie, grandissant les standards de la vie. Alors, retour sur ce plateau, on va quitter la République centrafricaine. Mais on va quand même prendre ces messages, ils sont très nombreux. Bon débat, je salue très sincèrement les bonnes capacités d'analyse de tous vos invités. Ah, ça c'est Paul, c'est certainement d'un pays, il n'a pas précisé le pays. La France est derrière tous nos problèmes pour pomper nos sous-sols avec la complicité de nos dirigeants. Merci à M. Kani pour son analyse. Monsieur Tala, il est du Cameroun. Un autre message. Bonjour mon Afrique Média. Pourquoi les rebelles en Afrique sont toujours mieux armés que les forces gouvernementales? Ça c'est BMS. Il a abrégé son nom. Il est au Nigeria. Débat très intéressant, mais nous, Africains, avons peur de dire la vérité. Par exemple, un de tes panélistes a même peur de prononcer le nom de Nicolas Sarkozy. Qu'espérons-nous? Quel changement si ceux qui ont l'opportunité d'exposer certains criminels occidentaux ont peur? Sur qui pouvons-nous compter? Alors, il s'agit peut-être du docteur Paul Menessier, j'ai pas envie de dire ça. Alors, comment tu peux penser ça? On va débattre tout à l'heure. Ce message vient de l'Afrique du Sud, c'est à Johannesburg, voilà. C'est à Kumbo Giro. Merci, Monsieur Bandakani, pour vos analyses. S'il vous plaît, demandez à nos dirigeants d'Afrique centrale de créer les États-Unis d'Afrique centrale, car il est temps de mettre fin aux appétits aiguisés de la France et de ses acolytes. C'est Mvo Patrick, il n'a pas de nom. Alors, un dernier tour de table sur cette question de la crise en République centrafricaine. Docteur Paul Menessier, on va là vers une solution. Je voudrais conclure pour dire que je ne veux pas faire la langue de bois, mais je ne peux pas vendre le rêve. Hein? Bandakani vend le rêve. Parce que ça, c'est trop voir le monde de manière idéale. Penser qu'on peut tout renverser, on peut tout mettre sous le compte de la pression de la colonisation ou bien de l'insurrection occidentale me semble un tout petit peu ingénieux vis-à-vis des Africains. Non, nous avons une part de responsabilité assez importante dans tous les malheurs qui nous arrivent. Et si nous voulons sortir de l'eau,
les téléspectateurs disent que vous avez peur de citer J'arrive. des criminels mais occidentaux, non. c'est eux. Hein, Mais non, je ne peux pas avoir peur de citer Sarkozy. Il ne s'agissait même pas de Sarkozy, il s'agissait de la France que j'ai cité d'une manière ou autre. Et le président Banakani l'avait déjà évoqué avant moi. Non, Alors, je dis bien que continué. je suis conscient que la France, comme métropole coloniale, a une large responsabilité dans tout ce qui arrive de négatif, surtout dans son précaré. Mais je dis que ce n'est pas suffisant pour penser que nous n'avons rien à faire pour échapper. Notre panéliste, peut-être l'a clairement démontré. Il est clair qu'aujourd'hui, si les Africains veulent sortir du lot, que nous avons notre part de responsabilité à assumer. Nous devons commencer par reconnaître les tares qui sont les nôtres. Nous devons pas reconnaître les facteurs endogènes que nous amenons que nous introduisons aux crises qui paralysent le continent. Quand il parle d'armée tribale, ce n'est pas dénudé de tout fondement. Nous savons quand même en Afrique que plusieurs chefs d'État, et on ne peut pas le soutenir, Banakani préfère qu'on accepte des dictatures, qu'on soutienne discrètement certaines dictatures au nom d'un panafricanisme absolu. Je ne suis pas d'accord. Il y a quand même des armées tribales qui se sont fondées. Pas seulement des armées naissantes, comme il a dit, mais des armées qui ont pu acquérir, qui avaient la possibilité d'acquérir leur souveraineté, mais qui, au-delà de cette souveraineté, au lieu d'établir une armée nationale, se sont penchés ou se sont appuyés carrément sur leur ethnie ou sur les ressortissants tribaux, créant ainsi des armées qui n'avaient rien à voir avec le patriotisme et la légitimité à défendre les institutions d'une nation. Donc ça existe et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, il est question pour nous de reconstruire l'Afrique en critiquant certainement tout ce que les Occidentaux apportent ou construisent ou déconstruisent dans ce continent, mais il est également temps que nous puissions dire à nos compatriotes et à nos dirigeants, et c'est clair pour ceux qui ont écrit des messages, que nous devons avoir également le courage de dire à nos dirigeants qu'ils ne se comportent pas tels que les canons élémentaires d'une démocratie le prescrivent. Comment est-ce que Banakani peut penser qu'on peut autoriser la dictature parce que c'est sous certaines dictatures qu'on a construit l'Europe, la meilleure qui ne s'est pas construite sous la dictature? Regardez le cas de l'Union soviétique. Vous allez évoquer la révolution russe de 1917 sous la dictature. Mais où en est-on aujourd'hui? Toutes les grandes dictatures ou les développements fondés sur la dictature ne font pas long chemin. La démocratie est la seule garantie qu'on peut avoir d'avoir un développement équitable à long terme. Merci, docteur Paul Menissier. Je reprends les messages qui viennent d'Afrique du Sud. Timothée, Afrique du Sud, pourquoi les rebelles africains s'expriment-ils librement en France pour faire mal aux Africains, au peuple africain? Baganga, il est du Togo. Merci à Obiangema de nous avoir créé cette chaîne panafricaine qui nous informe de la réalité des informations mondiales. Merci aux panafricanistes, Obiangema Mbazogo. C'est notre Kadhafi. Je vais terminer par... ça, c'est le Togo, je l'ai dit. Monsieur Didier Anderson, il est de l'Angola. Pourquoi les Africains n'arrivent-ils pas à résoudre eux-mêmes leurs problèmes sans l'intervention de l'Occident? Ngolé Gabriel. Oui, effectivement. Premièrement, je pense qu'il faut éviter le conspiratisme en disant que vraiment les choses seulement de l'extérieur qui peuvent venir gâter chez nous. Nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et à ce niveau-là, le fait que les chefs d'État de l'Afrique centrale se soient réunis, ça montre que c'est une prise en charge déjà de nos propres préoccupations. Parce que personne n'aime voir qu'il y a une déflagration à côté de lui et qu'il puisse rester tranquille. Et il faut effectivement agir. Ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose est que pour qu'il n'y ait pas ce conspiratisme, regardez un peu comment certains chefs d'État de l'Afrique centrale ont eu à gérer effectivement cette ingérence occidentale, notamment l'ingérence française. Le chef de l'État camerounais et même le chef de l'État équato-guinéen, je ne pense pas que c'est des gens qui se font dicter quelque chose vis-à-vis des Français. Pas du tout. Mais ils arrivent à gérer ça de façon assez politique pour qu'on sente que oui, le Cameroun c'est un pays souverain, la Guinée équatoriale c'est un pays souverain qui montre là où il y a ses intérêts et que si vous, ces derniers temps, si vous voulez aller avec nous, le Guinée a été sous la cible. Hein, mais justement, mais justement pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu suivre ce que ces pays, ce pays français. Alors qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, ces pays qui attaquent parce que justement ils veulent des intérêts exagérés? C'est une question justement d'intérêt. Mais si nous nous laissons conduire
est vraiment menée par le bout du nez. Parce que les pays occidentaux nous ont demandé quelque chose, qu'on fasse ce qu'ils veulent. Alors, nous ne serons pas souverains du tout. Et le bon exemple, c'est le pays, le Cameroun et également la Guinée équatoriale. Malgré tout ce qui a été dit, est-ce que ça a changé la position du chef d'État équateur-guinéen? Malgré le président Paul Biya, les Français ne lui donnent pas beaucoup de temps encore ici, là. Mais il est là parce que les Camerounais ont encore voulu. Donc, franchement, il dépend de nous de pouvoir orienter les choses. Oui, de nous. Les Africains, il dépend de nous de pouvoir orienter là où nous voulons aller vers notre avenir. C'est nous qui le déterminons. C'est hyper important. C'est hyper important. On est en train de partir de la République démocratique du Congo. Je crois que Badakani, le docteur Ménissier et le Stringolais nous recentrent le débat. Le discours du docteur Ménissier est un discours dangereux pour les intérêts de l'Afrique. C'est un discours, je pourrais appeler ça du ouattarisme. Bien que j'ai du ouattarisme, j'ai du respect. Ouattara. Ah oui, Alassane Dramane Ouattara. Nous respectons toutes les autorités, même quand elles sont imposées à coups de bombes et de guerre. C'est du ouattarisme, on sait à quoi ça aboutit. La Côte d'Ivoire est devenue une sous-préfecture de la France, avec des discours comme ça. Mobutu parlait comme vous. Mobutu parlait comme vous. Tous les dirigeants africains qui ont été installés par la CIA et les puissances étrangères parlaient exactement comme vous. On a vu le bilan. On a tué tous ceux qui voulaient construire l'Afrique, qui ont eu un rêve pour l'Afrique, docteur Ménissier. On les a tués. Et vous n'allez pas taire nous voir sur ces vérités. Ces gens, on les a tués parce qu'ils avaient un projet pour l'Afrique. Et parce que le rapport de force est illégal. Oui, je vous en Laissez-nous vos histoires de rapport de force. Parlez de ceux qui les ont tués. Si on avait tué tous les héros français et américains, ce pays ne serait pas aujourd'hui. Si on avait tué, laissez-moi parler, laissez-moi ça. Si on avait tué Washington, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si on avait tué Jefferson, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si on avait tué le général de Gaulle, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, monsieur. Si on avait tué Napoléon, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il ne faut pas jouer comme ça avec le continent africain. Des gens assassinent nos héros, ceux qui rêvent pour le continent. Et vous faites l'impasse dessus. Ils installent des dirigeants à leur place. Et ces dirigeants, ils les lient les mains. Si vous envoyez un boxeur chez un riz en ayant lié les mains, monsieur, on va le battre. Et si on le bat, vous venez vous moquer de lui, vous êtes un criminel. Je ne suis pas d'accord. Non, je termine. Paul Ménissier, on va revenir à vous tout à l'heure. Lis les mains de la personne. Paul Ménissier, la preuve, ce que j'ai dit, pourquoi je le dis, l'esprit angolais vient de dire, les mêmes dirigeants, voyez le comportement aujourd'hui, ils changent. Vous savez pourquoi ils changent? Parce que le contexte géopolitique a changé. Il y a un desserrement géopolitique à cause des contradictions à l'échelle internationale, monsieur. Et les mêmes personnes, dans un contexte différent, ont un comportement qui change, monsieur. Je n'ai pas peur de le dire aux Africains, cette démocratie qu'on apporte, c'est du banditisme. Nous allons le dénoncer. Vous comprenez? Oui. La démocratie prête à porter, qui sort des chars de Washington et de Paris. Les Africains rejettent ça. Parce que c'est de la colonisation qui dit pas son nom. Si la démocratie était une bonne chose pour l'Afrique, ces Occidentaux ne viendraient pas nous les servir sur un plateau, monsieur, ouvrez. Donc vous ne m'effrayez pas quand vous dites que je suis un rêveur. Moi, je rêve. Parce que Jefferson a rêvé pour les États-Unis. Et il a un grand pays. De Gaulle a rêvé pour la France, il a un grand pays. Vous ne rêvez pas. Vous nous produisez des Ouattara qui viennent détruire ce continent. Nous sommes debout pour dire que ça ne passera plus. Merci. Et vous n'allez pas nous effrayer avec vos faux discours sur les élections. Un pays, les gens n'arrivent même pas à manger, on parle d'élections. L'élection suppose un certain niveau de culture, monsieur. Il faut que les gens aillent à l'école, que les gens aient un niveau pour aller savoir qui vote. Les pays africains n'arrivent même pas à envoyer les enfants à l'école. Il n'y a même pas d'eau en dehors des villes. Vous voulez parler d'un électoralisme primaire. Parce que vous parlez des dirigeants qui ont pas longtemps au pouvoir. Vous voulez qu'on parle de la dictature, monsieur? Écoutez, je termine, monsieur. Non. Je vais vider mon sac. Videz votre sac. Nous n'avons pas peur de soutenir. Oui. Nous n'avons pas peur de soutenir ce que vous appelez dictateur. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de dictature en néocolonie, monsieur. Parce que la néocolonie, vous savez ce que ça veut dire? C'est une colonisation qui ne dit pas son nom. Et dans ce pays, vous savez ce qui décide en réalité? C'est le colon étranger qui décidait hier. Ils ont confisqué nos monnaies. Vous n'en parlez pas. Ils gèrent nos porte-monnaies. 50 ans après l'indépendance, nous déposons 60% de nos avoirs dans un compte à Paris. Vous trouvez ça normal? Vous ne parlez pas de ces choses. Oui, vous achevez, vous avez achevé. Oui. Non, il n'y a pas de dictateur. Les dictateurs, c'est la métropole. Et ils ont mis en place des dirigeants qui devaient les arranger. Mais avec l'évolution de l'histoire, ces dirigeants prennent conscience et commencent à travailler pour les intérêts du continent. Et ils auront notre appui. Merci, Badakani.
Ousmane Oumar Pétel, c'est qu'un panafricaniste, hein, il a dit qu'il vide son sac. On l'a laissé vider son sac. Alors vous allez aussi vider le vôtre, mais dans le sens du message. Moi, je n'épouse pas cette victimisation, qui qui est une insulte à l'intelligentsia africaine. Vous le laissez continuer. Vous ne pas épouser. Oui, bon. Parce qu'on sait pour qui vous travaillez. Évidemment. Non, je ne bosse pour personne à l'exception du Cameroun et l'Afrique. Si, votre discours, c'est un discours Donc, ouattariste. je ne connais pas Ouattara, je ne suis pas ivoirien pour élire Ouattara. Je suis camerounais et je... Ok, là, ça renvoie à l'époque de Mobutu et j'assume ce que je suis. Ousmane Oumar Pétel. Ok, je voudrais dire ceci. Il y a eu des grands hommes qui ont dit non à la France. Et qui les a tués. Ils sont restés au pouvoir, après ils ont travaillé pour leur pays. Pour le cas du Cameroun, je peux vous prendre le cas de Ahidjo en 1967, lors de la guerre de Biafra. Il avait été sollicité par le feu président Bongo d'apporter leur appui logistique à l'indépendance et à l'émancipation du Biafra que la France soutenait, ayant même déjà imprimé même les devises de l'État du Biafra. Ahidjo a dit non, je suis un panafricaniste, signateur de charte de l'OIA, de non-agression d'un pays membre, garant de l'intégrité territoriale de chaque État membre. Ça n'a pas empêché Ahidjo de rester au pouvoir jusqu'en 82. Hein? Ok. Je suis en train de vous restituer les faits qui caractérisent quand même certaines grandeurs des personnes. Absolument. Moi, je ne vais pas rentrer dans une logique où je suis un éternel opprimé et je dois me limiter seulement à pleurer. Non, c'est à partir du travail qu'on peut avancer. Les Africains ne savaient pas. Je vous en prie. Je n'ai pas dit que les Ousmane Oumar Pétel, c'est à partir du travail qu'on peut avancer. Pour le cas de la République centrafricaine, je crois que le président Déby a pris les choses en main. Il a une expérience, il a de fortes expériences qui lui donnent vraiment un atout pour négocier avec ces rebelles. Ces problèmes seront résolus par des négociations. Et j'invite aussi en même temps le président centrafricain, François Bozizé, à dialoguer et à travailler, à construire son pays. Je le renvoie ici tout près de nous, d'aller en Guinée équatoriale voir comment on peut travailler son pays, construire. Quand le peuple voit l'exemple de ce qui est fait, il ne peut pas être instrumentalisé parce qu'il voit des chantiers, il vit. Alors, le peuple ne peut pas être instrumentalisé lorsqu'il voit... Monsieur Mbandakani, je vous en prie. Le peuple ne peut pas être instrumentalisé lorsqu'il voit des constructions, des chantiers et le pays qui évolue. Et peut-être, hein, ça vous rejoint parce que lorsqu'on a faim, on ne peut pas faire de la démocratie. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je prends un message qui nous vient là, de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Joseph Uburachi. Bonjour, messieurs les panélistes. Je vous encourage dans le cadre de cette émission, le débat panafricain pour l'éveil des peuples africains face au néocolonialisme des Occidentaux. Katida, ça c'est la Zambie, c'est la Zambie justement. C'est grâce au nouveau gouverneur de la BEAC que j'ai eu la réalité sur les transactions du franc CFA. En réalité, la France vit aux dépens des Africains. C'est Mbandakani qui venait de le dire là en citant le dépôt des avoirs qui a plus de 60% dans le trésor français. Madame, monsieur, vous allez respirer un peu et nos téléspectateurs aussi. On va aller de l'autre côté pour prendre une transition. On revient pour le débat panafricain tout à l'heure. Après plusieurs années de turbulences politiques, la République centrafricaine retrouve le visage des grands jours. Grâce à un homme aux valeurs républicaines, François Bozizé, il s'appelle. Ces valeurs ne sont autres que la paix, l'unité nationale et la démocratie. La République centrafricaine, dont il est l'homme orchestre et de tous les espoirs, avance aujourd'hui inéluctablement sur le chemin de la paix et de l'unité nationale, dont la finalité est d'instaurer une démocratie véritable, intégrant toutes les parties prenantes à l'action d'édification d'une nouvelle Centrafrique prête à conjuguer le verbe se développer. La preuve de cette démocratie s'en est manifestée à travers l'élection présidentielle de janvier dernier avec un taux de participation
au-dessus de la moyenne et qui a vu la victoire du président sortant François Bozizé avec plus de 66,08% de suffrages et qui n'avait pour maître mot de campagne relance économique. En effet, la République centrafricaine vit aujourd'hui plus qu'hier des moments fastes de son économie avec un taux de création d'emplois acceptable, des investissements publics et privés récurrents, une dette intérieure résorbée de moitié, des salaires régulièrement payés aux fonctionnaires, des routes en pleine construction. Un sous-sol qui continue d'étonner par des nouvelles découvertes de richesses telles que l'uranium et récemment encore un gisement pétrolier d'une très grande échelle. En d'ailleurs autres richesses connues, l'or, le diamant, la bauxite. Cette relance économique trouve sa place dans la paix et la stabilité retrouvée par le peuple centrafricain qui a de très beaux jours devant lui et qui ne jure que par le travail, source de toute réussite sociale, économique et politique. La Centrafrique, un pays en pleine mutation économique, sociale et politique, dont la paix et l'unité nationale n'ont pas de prix. L'épidémie est loin d'être terminée, mais nous voyons aujourd'hui quand même des progrès énormes. On a augmenté de façon spectaculaire le nombre de personnes sous traitement. On a réduit de façon significative le nombre de nouvelles infections. En Afrique, c'était la catastrophe que l'on prévoyait. Et à la place de la catastrophe, nous avons vu l'espoir naître, la solidarité se construire. Les uns et les autres se sont battus pour mobiliser les leaders politiques, pour faire en sorte qu'une société civile naisse et qui soit capable aujourd'hui de conduire les changements que nous avons au niveau, bien sûr, du traitement, au niveau de la prévention et au niveau des soins. Aujourd'hui, 90% des médicaments qui sont donnés aux Africains viennent de l'extérieur du continent africain. Le sida peut être une opportunité pour transférer la compétence, transférer la technologie et faire en sorte qu'on puisse produire le médicament localement. Le traitement, c'est aussi un moyen de réduire les nouvelles infections. Et c'est pour cette raison-là qu'il est important pour nous d'atteindre l'objectif de 15 millions de personnes sous traitement en 2015. On ne peut pas compromettre cet objectif. Un moment qui peut nous conduire vers cette vision de zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès dû au sida. Depuis 30 ans, SOS Sahel poursuit les mêmes objectifs sur le terrain. L'accès à l'eau potable, à l'éducation,